Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Pour certains d'entre nous, le cyclisme professionnel africain naît lors de l'été 2015 quand nous avons vu Daniel Teclémanot avaler les routes du Tour de France. Quelle méprise! Le cyclisme en Afrique, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, n'a pas attendu le Tour pour faire vibrer les passionnés de la bicyclette. Parce qu'ils sont nombreux et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si je vous dis la Tropicale, le Tour du Rwanda, le Tour du Cameroun, le Tour du Faso et même le Tour ivoirien de la paix, ces courses et bien d'autres sont la preuve que le cyclisme professionnel en Afrique pousse. Alors oui, d'aucuns vous diront qu'il pousse doucement, mais tous s'accorderont à admettre qu'il pousse sûrement. Même s'il est vrai que l'Afrique de l'Est a pris de l'avance sur l'Afrique de l'Ouest, même s'il est vrai que le Maghreb a déjà sorti un grand nombre de champions, et même si il faut admettre que le cyclisme du continent n'est pas à l'abri des maux du cyclisme international, mais qu'importe. La petite reine attend son roi africain et il est fort à parier que d'ici peu, le continent lui trouvera un héritier digne de son rang, voire même un prétendant. Le cyclisme en Afrique, une affaire qui roule, on en parle maintenant. Pour parler de cyclisme en Afrique, il me fallait des gens qui maîtrisent le sujet. Alors, qui de mieux qu'un champion africain? Je reçois Yacine Chalel. Bonjour Yacine. Bonjour. Yacine, vous êtes champion d'Afrique 2018 du scratch. Alors, on expliquera ce qu'est le scratch exactement. Vous êtes membre de la sélection algérienne de cyclisme sur piste, coureur au Paris Cycliste Olympique et cofondateur de Bison Sport Comel Trek Team, une équipe professionnelle de cyclisme sur piste. Tout à fait. Rien que ça. Rien que ça, tout à fait. Et je reçois Philippe Lega. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous êtes journaliste du quotidien L'Équipe, spécialiste du cyclisme et notamment cyclisme africain. Tout à fait. Alors, je vais commencer avec vous, Philippe. L'Afrique, le cyclisme, comme je le disais, ça n'a pas commencé avec Daniel Teclémanot, ça a commencé il y a combien de temps exactement? L'histoire s'était inscrite. Ça a commencé après la guerre, il y avait beaucoup de courses surtout dans le Maghreb. Et, quelle guerre? La guerre d'Algérie? Non, la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, c'est l'époque des Fausto Coppi, Raphaël Geminiani qui allaient courir en Afrique, en Haute-Volta et au Maghreb. Ils avaient des coéquipiers maghrébins donc, qui les invitaient à participer à des critériums en Afrique. Et donc ils y allaient régulièrement, c'était les grandes tournées hivernales, et c'est la tradition. Comme les critériums d'après-tour aujourd'hui, après le Tour de France, eux ils allaient en Haute-Volta ou en Algérie. Et là déjà il y a eu un engouement autour du cyclisme, il y avait une ferveur populaire. Oui, bien sûr, parce que c'était les grands noms du cyclisme professionnel et mondial qui allaient sur place. Donc, mais comment ils étaient médiatisés? Parce qu'il n'y avait pas maintenant la couverture qu'il y a maintenant, c'est quoi, les journaux spécialisés? Oui, les journaux spécialisés, puis il y avait quand même Fausto Coppi, Bartali, Geminiani, ça parlait aux gens, quoi. Donc, et il y avait aussi, là je parle de l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, mais en Afrique de l'Est il y avait la colonie italienne, Éthiopie, et les Bartali, Coppi étaient très très populaires là-bas, ils le sont toujours. Alors, en Érythrée, donc, qui est la partie nord de l'ancienne et grande Éthiopie, et là il y a encore des grands posters, l'effigie de Bartali, de Coppi. C'est des légendes, quoi. C'est des légendes, et c'est resté, oui. Yacine, vous, comment c'est venu le cyclisme? Alors, vous êtes né en France, même si vous courez sous les coureurs algériennes. Votre déclic, ça a été quoi? Le déclic, c'était le Tour de France. Hein. Ah ouais. Je pense que c'est la course, la plus grande course au monde. C'est la course qui révèle, qui élève les foules et qui révèle les passions. Moi, j'ai regardé le Tour de France dès mon plus jeune âge et j'ai toujours apprécié ce sport, et c'est vraiment ça qui m'a amené. Et votre coureur emblématique, celui qui vous a... Un jour, je veux être lui, c'était qui? Mon coureur emblématique, c'était Jan Ullrich. C'était Jan Ullrich, le coureur qui m'a fait vraiment aimer ce sport. Et juste peut-être pour revenir sur l'histoire du cyclisme, peut-être parler aussi des coureurs d'Afrique du Nord qui venaient déjà sur le Tour de France. Hein. Ouais. On peut citer notamment Abdelkader Zaf, ce fameux coureur qui, en 50, alors qu'il allait remporter une étape sur le Tour de France, a bu un bidon de vin alors que lui ne buvait pas. Et puis, mais c'est pour ça que je posais la question de quelle guerre, parce que je sais qu'à partir du moment où il y a eu la guerre d'Algérie, les coureurs du Maghreb, notamment d'Algérie, qui étaient assez présents quand même sur le Tour de France, d'un seul coup, pour les raisons qu'on peut imaginer, n'y étaient plus. Je pensais qu'il y a eu un peu cette cassure à ce moment-là. Il y a eu une cassure, effectivement. La renaissance du cyclisme, notamment en Algérie, au Maroc, et un peu moins en Tunisie, quand même, parce que la Tunisie
ils sont encore un peu à la traîne au niveau de l'évolution du cyclisme. C'est plus récent, c'est effectivement les années 80, 90 quoi à peu près. Et là, parce que bon, c'est toujours un problème aussi d'une motivation politique. Quand il y a une fédération qui prend en main les choses, ça va tout de suite mieux. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, certaines fédérations, certains pays qui sont plus développés dans le cyclisme grâce à leur fédération. Et là, c'est vrai que depuis, je dirais depuis les années 80, début des années 90, c'est vrai qu'en Algérie, il y a un engouement en Algérie, au Maroc, et c'est parce que je dis pas seulement sur une tête d'affiche, mais sur des générations de jeunes, et donc ça c'est intéressant. Il y a une volonté politique. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le sujet de Azdine Yayaoui, qui revient un petit peu sur le cyclisme dans sa globalité sur le continent. Si pour beaucoup d'adeptes du vélo, le cyclisme en Afrique rime avec simple loisir, voire amateurisme, le rapport qui existe entre le continent africain et le monde de la bicyclette est en réalité tout autre. Avec des fédérations créées pour certaines depuis plusieurs décennies, à l'instar de la Fédération sénégalaise de cyclisme fondée en 1961, ou encore son homologue tunisienne mise en place à l'indépendance du pays en 1956, mais également l'existence d'une confédération africaine de cyclisme qui a vu le jour en 1973, le monde du vélo sur le continent africain structure son organisation depuis déjà un bon moment. Et même si rares sont les coureurs africains à être présents au départ des plus grandes épreuves de la planète, les compétitions locales auxquelles ils prennent part n'ont pas grand-chose à envier aux épreuves beaucoup plus médiatisées aux quatre coins du monde. Parmi ces courses ultra réputées en Afrique, on retrouve notamment la tropicale Amissa Bongo au Gabon, ainsi que les Tours du Cameroun, du Burkina Faso et du Rwanda, l'une des places fortes du cyclisme africain, auxquelles de plus en plus d'athlètes non africains prennent part et dont ils ressortent en majeure partie agréablement surpris par le professionnalisme de leurs organisateurs. L'Érythréen Daniel Teklei Manot, présent au départ de plusieurs éditions du Tour de France, est la preuve la plus concrète de ce professionnalisme dont font preuve bon nombre de fédérations africaines de cyclisme. Majoritairement issus d'Afrique de l'Est et australe, les porte-étendards de la discipline sur le continent ont ainsi adopté depuis longtemps les modes d'entraînement des coureurs cyclistes les plus reconnus de la planète, grâce notamment au travail des instances dirigeantes cyclistes de leur pays qui ont su mettre les moyens financiers et investir pour leur offrir des conditions plus optimales, leur permettant ainsi d'améliorer leur performance sur un vélo. Un travail long de plusieurs années qui commence enfin à porter ses fruits puisque le Rwandais Joseph Areruya, l'une des étoiles montantes du cyclisme africain, est devenu en avril dernier le premier coureur noir à prendre le départ d'un Paris-Roubaix, l'une des courses sur pavé les plus mythiques de la planète. Ajoutez-y l'existence de coureurs maghrébins de talent comme l'Algérien Asdine Lagab ou encore le Tunisien Rafa Chtiwi et vous comprendrez alors que l'Afrique dans sa globalité est loin d'avoir baissé les bras face au retard qu'elle accuse sur les autres continents dans cette course à la performance. Philippe, là on l'a vu dans le sujet que il semblerait que les courses en Afrique n'aient rien à envier aux courses sur le continent, ou enfin en Europe ou même aux États-Unis. Donc ça on y reviendra parce que ça peut surprendre des gens. Beaucoup doivent imaginer que en Afrique, entre les infrastructures, la sécurité, canaliser les foules, c'est presque mission impossible. Mais avant de parler de ça, est-ce qu'il y a vraiment des pays qui se démarquent dans leur développement et dans leur engouement autour du cyclisme? Je disais en préambule que l'Afrique de l'Est avait de l'avance sur l'Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des vraies structures. Même si la tropicale de Gabon, c'est à l'ouest. C'est à l'ouest, oui. Mais là, ça vaut par l'organisation. La tropicale Amissa Bongo, elle vaut par la qualité de l'organisation. Qui organise? C'est Monsieur Burlot, Benjamin Burlot et Philippe Crépel, un ancien manager d'équipe professionnelle, qui a été lui-même coureur professionnel dans les années 70. Il courait avec Eddy Merckx. Et après, il travaille avec des fédérations? Avec la fédération, avec le ministère des Sports et puis la fédération. Donc il y a la tripartie obligatoire. Ouais, obligatoirement, mais c'est justement cette cohésion-là qui fonctionne bien. Il y a une vraie... ils apportent une forme de professionnalisme typiquement sur une organisation de course de vélo qui c'est pas la même organisation qu'un championnat de foot ou qu'un match de handball. Non, c'est vraiment très très précis. Il y a des codes à respecter de sécurité, évidemment, c'est la priorité numéro 1. Et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine aussi, parce qu'il faut que ça rentre dans les mœurs. Et ça réussit parce qu'il n'y a jamais un accident. Je touche du bois, il n'y a jamais eu un accident, chose qui peut arriver sur n'importe quelle grande course. Sur le Tour de France, il y a des accidents. On l'a vu même au Critérium du Dauphiné Libéré, il y a un coureur qui glisse, Chris Froome, qui glisse et qui se fracture le bassin.
J'ose imaginer ce qui s'est passé en Afrique. Là, on aurait dit c'est à cause de l'insécurité en Afrique. Donc une course de vélo, elle est dangereuse par essence. Elle est dangereuse qu'elle se passe en Europe ou en Afrique, elle est dangereuse. Donc mais il y a quand même des règles à respecter. Et ça, les organisations en Afrique, elles sont de plus en plus professionnelles. Qu'elles soient donc la Tropicale Amissa Bongo, le Tour du Rwanda, le Tour du Cameroun également, et puis dans le Maghreb, le Tour du Maroc et le Tour d'Algérie, quand il a lieu une fois sur deux. Mais voilà, il y a un moteur. Je pense que le moteur et la locomotive de cette mode organisationnelle en Afrique, c'est la Tropicale Amissa Bongo qui a l'expérience de maintenant 15 ans. Donc, et derrière, se sont enchaînées d'autres organisations comme le Tour du Rwanda, comme le Tour du Maroc. Voilà. Yacine, il faut casser ces clichés que courir en Afrique c'est dangereux, il n'y a pas de route, c'est pas pour professionnels et tout, comme tu es en train de le dire. Oui, non, mais c'est clairement le cas. Hein. Ah ouais. Je pense qu'il suffit de voir les retours de l'ensemble des coureurs européens qui viennent courir en Afrique. Parce que c'est ça aussi, c'est que ça gagne en crédibilité à partir du moment où il y a les Européens qui débarquent. C'est un peu... Mais il y a une vraie... ça peut être considéré comme des courses de préparatoire, où ils le font pour du tourisme. Alors, clairement, c'est pas du tourisme. Ce sont des vraies courses avec des parcours exigeants, des coureurs de qualité. Hein. On le voit, les coureurs africains, généralement, lorsqu'ils sont sur leur territoire, sont en pleine forme, préparent les courses comme il faut. Donc, généralement, ce sont des courses de haut niveau. Donc, des fois, c'est même la surprise pour certains Européens qui arrivent en Afrique en se disant qu'ils vont gagner des courses facilement. Et puis, finalement, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile que ça. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est le niveau, les températures. On peut imaginer qu'il fait plus chaud, quoique des fois sur le Tour de France, il fait ou même ailleurs, il fait. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pour un Européen qui arrive sur une course comme ça, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La tactique est différente déjà. Alors, les courses sont beaucoup plus débridées. Donc, il n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas de... Pas d'oreillette, pas d'équipe qui va contrôler la course avec un maillot jaune bien défini, des leaders bien définis. Donc, chacun a sa chance sur des courses. Mais c'est l'essence même du cyclisme. C'est l'essence du cyclisme. C'est ce qu'on veut, quoi. Et c'est ce qu'on cherche à retrouver en plus dans le cyclisme moderne. Donc, ce sont des éléments qu'on retrouve en Afrique. Également, comme je l'ai dit, des parcours exigeants, hein, généralement avec du dénivelé. Donc, voilà, des circuits quand même qui sont assez difficiles. Et puis, la température aussi joue un rôle important. Lorsqu'on court en février et mars et qu'il fait déjà 25-30 degrés, ça peut jouer aussi sur les organismes. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Mais pour l'organisation, clairement, ce sont des organisations de qualité. J'ai pu courir aussi moi sur certaines courses en Afrique et vraiment j'ai été étonné de voir à quel point les courses sont de qualité, très bien organisées, on se sent vraiment en sécurité, il n'y a aucun problème particulier à déplorer. Il y a un vrai public de passionnés? C'est hallucinant, c'est incroyable. Voir le monde qu'il y a sur les routes. J'ai été vraiment étonné de voir à quel point cet engouement est fort. Et les gens sont respectueux, enfin ils le sont par essence, mais il n'y a pas de débordement comme malheureusement on peut le voir sur le Tour où ça devient du n'importe quoi. Vous allez sûrement être étonné, mais j'ai connu plus de problèmes sur des courses en France qu'en Afrique. Mais il faut le dire, ouais, c'est bien. C'est vraiment, j'ai couru en Afrique plusieurs fois et je n'ai jamais eu aucun problème. Un public vraiment passionné, qui respecte les coureurs, vraiment qui est heureux de participer à la course. Qui est vraiment heureux parce que c'est une vraie fête. C'est une vraie fête, c'est une vraie célébration et ils comprennent cela et on n'a aucun problème avec le public. Le public est vraiment un public de passionnés, c'est une grande fête, une grande célébration et jamais eu aucun problème. Ce qui a la différence avec les autres sports, c'est que c'est l'événement sportif qui va à la rencontre des gens, qui traverse les villages. Donc les gens n'ont pas à aller dans un stade, n'ont pas à aller faire des kilomètres, pour voir des centaines de kilomètres pour aller voir l'équipe nationale de football ou de basket dans une salle où il faudrait payer. Et là, ça passe devant chez eux. Donc il y a aussi cet événement-là de dire le spectacle, il arrive devant chez nous. Donc ils sont déjà admiratifs. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voient une course de vélo passer devant chez eux. Et puis ça fait référence au Tour de France parce qu'ils voient à la télé, au mois de juillet, ils voient les images du Tour de France et ils voient les mêmes coureurs devant chez eux 6 mois plus tard. Donc c'est ça aussi, c'est assez magique quand même. Alors sans être chauvin ni quoi que ce soit, le Tour de France, ça reste quand même la référence du cyclisme mondial pour tout le monde, dans le monde entier, le Tour. Ça reste la référence, mais justement, on est en train de s'approcher petit à petit de ce niveau d'organisation et de cette qualité d'organisation. Donc le Tour de France, ça reste une référence, ça reste une course qui convient, qui est mythique, on le sait, mais elle n'est plus seule, elle est vraiment plus seule. Sur le calendrier international, il y a vraiment c'est toutes ces courses-là qui sont en train de prendre leur place dans le calendrier. Alors là, on parlait des organisations, comment faire pour avoir de belles courses. Alors d'abord, est-ce qu'il y en a suffisamment des courses, Philippe ? En Afrique, je pense qu'il en manque. Il faudrait un calendrier, à mon avis, beaucoup plus conséquent, puis plus diversifié sur le continent. Je trouve que c'est trop localisé sur 4-5 pays qui, c'est toujours, on parlait de une volonté politique, c'est un gros problème. Si c'était plus diversifié, ça permettrait à d'autres nations de se développer aussi.
Je pense notamment des nations qui demandent que ça. C'est le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Tour ivoirien de la paix n'existe plus. Pour des raisons politiques. Il existe non, il n'existe plus, mais c'est pour des raisons politiques. L'Afrique du Sud, c'est quand ils veulent. Ils organisent quand ils veulent des courses. Namibie, il y a une vraie volonté aussi, mais ils n'organisent pas régulièrement. En Tanzanie, à un moment donné, il y a eu une équipe nationale, ça marchait, puis ça s'est arrêté. Il y avait quelques courses en Tanzanie. Alors, l'idéal, vraiment, parce que c'est un continent tellement vaste que l'idéal, ça serait qu'il y ait un vrai calendrier conséquent et cohérent aussi sur le continent, qui n'existe pas encore pour l'instant. Il y a des places fortes. C'est déjà bien, il y a des places fortes, mais ça manque encore. Yacine, on est un jeune homme, on a envie de faire du vélo, c'est facile de s'inscrire dans un club en Algérie, dans un vélo club, dans un pays africain, ou c'est d'abord, il faut batailler un petit peu tout seul pour essayer d'atteindre, déjà d'avoir un vélo, déjà de pouvoir s'inscrire, comment c'est? Alors en Algérie, il faut savoir qu'il y a énormément de clubs. Donc lorsqu'on est un jeune qui veut débuter dans le cyclisme, c'est quand même un peu plus simple que dans d'autres pays. Donc je prends plutôt le cas algérien, c'est vrai que chez les jeunes catégories, c'est plus simple. Il y a quand même du matériel à disposition, des clubs qui sont à disposition, il y a une certaine formation qui a été établie. Ensuite, on va dire que c'est plus difficile lorsqu'on rentre dans les catégories junior, espoir, senior, où là, le matériel va manquer. Pour passer le gap, voilà, pour passer le cap, on va dire, du vélo plaisir à professionnel. C'est vraiment là où le bas blesse, c'est vraiment le moment où il va falloir passer au cap dessus, avec des courses beaucoup plus difficiles. Forcément, l'encadrement il est peut-être moins important, surtout si on n'est pas en sélection nationale. Il y a moins d'équipes présentes sur le continent, donc forcément, c'est un peu le problème. En Afrique, il y a beaucoup de sélections nationales qui sont présentes, mais moins d'équipes professionnelles. On le sait, par exemple, la seule équipe professionnelle est en Afrique du Sud, et elle comporte très peu de coureurs africains, finalement. Donc il faut aussi, je pense, ça doit passer par là, par le développement d'équipes professionnelles et amateurs sur l'ensemble du continent pour continuer ce développement du cyclisme. Philippe, c'est difficile encore de s'inscrire dans un... Oui, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les grands décideurs sont toujours les fédérations. Elles valent quoi, les fédérations? Alors, elles ne sont pas toutes pareilles, uniformes, bien évidemment. Non. Il y a celles qui font quelque chose et celles qui ne font rien. On peut dire ça. Il y a deux camps. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des dotations. Alors, l'UCI offre des... J'allais venir sur l'UCI, quel est son rôle aussi? Oui, elle offre beaucoup de matériel à des fédérations. Il y a une course qui est organisée, ou un championnat d'Afrique, par exemple. Ils en profitent pour offrir à la fédération qui organise les championnats, d'offrir 40 vélos, par exemple. Alors, il y a certaines fédérations, les vélos, ils disparaissent, ils vont pas auprès des coureurs, quoi. Je ne citerai aucune fédération, évidemment, mais il y en a, ça arrive. Donc, d'autres... Même pas une? Même pas une... Ah non. Une fédération? Non, parce que c'est compliqué. C'est trop compliqué. Il y a des histoires pas possibles, des vélos qui disparaissent, c'est pas normal. Des vélos qui doivent être attribués à des coureurs, des jeunes coureurs. Ça coûte cher du matériel dans le vélo. Ouais, c'est ça, c'est comme un frein à l'évolution. À la pratique de ce sport, donc autant au football avec un ballon, et puis bon, si on est bon, on est remarqué, mais en vélo, s'il n'y a pas de vélo, on ne peut pas se faire remarquer, donc il n'y a pas de enfin bref, c'est un cercle vicieux. Et les fédérations qui jouent le jeu, qui acceptent que ces vélos-là servent justement aux jeunes, et ben c'est les fédérations qui marchent mieux aujourd'hui. C'est pas très compliqué, hein, c'est comme ça fonctionne comme ça. Peut-être pour revenir à l'organisation des compétitions, je pense qu'il faut aussi diversifier à la fois sur les territoires, le type de course, parce que généralement les courses qu'on organise ce sont des courses par étapes. Donc peut-être penser à des courses en ligne, voilà, des classiques. Alors l'évolution des courses, on en parlera justement notamment par rapport à votre catégorie, ce que vous en faites. Mais juste une dernière question, parce que malheureusement on arrive à la fin de la première partie. La prospection aussi, s'il n'y a pas de vélo, s'il n'y a pas de vélo club, comment on prospecte pour trouver des jeunes talents? On centralise, ça se passe comme ça au Rwanda, ils ont créé un centre de formation, c'est-à-dire qui est au centre du pays, enfin un peu plus au nord, près des montagnes. Et il y a des courses de détection qui sont organisées dans toutes les provinces. Et les 2-3 coureurs qui sont détectés vont dans le centre de formation. Et donc ils restent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et tous les jeunes Rwandais qui marchent aujourd'hui sortent de ce centre. C'est-à-dire que c'est un centre de formation qui a été créé par Jonathan Boyer, qui était le premier Américain à faire le Tour de France auprès de Bernard Hinault en 1981. Et lui, il a recréé une structure professionnelle en fait. C'est-à-dire que les coureurs, le centre de formation, on peut demander aux coureurs professionnels qui sont allés courir le Tour du Rwanda en février dernier, ils sont allés visiter ce centre. Même leur propre service course n'est pas aussi développé que... Et là je parle des équipes de première division mondiale, quoi. Leur service course n'est pas aussi développé que ce centre de formation. Donc du coup, ça donne envie aussi aux jeunes Rwandais et qui invitent d'autres nationalités. Je sais qu'il y a des Camerounais qui vont s'entraîner là-bas, il y a des Érythréens qui vont s'entraîner là-bas, des Éthiopiens, des Gabonais. Donc c'est devenu un centre de formation, bon, pas sous le couvert de l'UCI, parce que l'UCI a un centre de formation continental qui est en Afrique du Sud,
mais qui est c'est trop ponctuel. Les coureurs ils viennent 3 mois, mais le temps de s'adapter quand on vient du Bénin et qu'on est en Afrique du Sud, c'est un peu long au niveau d'adaptation. Ça met du temps. Donc en 3 mois, c'est trop. Ils ont des sessions de 3 mois, mais 3 mois c'est trop court. Il faut que ça soit beaucoup plus long. Bon alors nous, on va faire une coupure qui va pas durer 3 mois, mais on se retrouve juste après ça. Sport Palabre, deuxième partie, toujours accompagné de Yacine Chalel, toujours accompagné de Philippe Lega. Le cyclisme en Afrique, est-ce que c'est une affaire qui roule? Il semblerait que oui, même s'il y a quelques chicanes à éviter, quelques murs auxquels il faut éviter de... Enfin bon, quelques murs, vous m'avez compris. Philippe, je reviens encore une fois avec vous. Donc là, on parlait des infrastructures, on parlait des difficultés, de la prospection, que certains pays avaient une vraie volonté de faire avancer le cyclisme sur le continent. On parlait du Rwanda notamment. Quels sont les dangers auxquels ils vont se retrouver confrontés? On peut imaginer donc malheureusement un mal assez commun à l'Afrique, c'est-à-dire la corruption, l'ingérence de certains politiques qui veulent récupérer quand d'autres ont fait tout ce qu'il fallait, ils viennent, ils prennent en bloquant peut-être la course, en bloquant peut-être des accès, je ne sais pas. C'est quoi les dangers, les premiers dangers? Non, de ce côté-là, d'après mon expérience, ça fait 13 ans que je vais sur les courses en Afrique et j'ai vraiment jamais senti le poids des politiques, le poids de la corruption. Il y a effectivement des tensions entre des coureurs et leur fédération sur des primes qui ne sont pas versées. Donc là, évidemment les coureurs font grève, mais c'est vite réglé. Donc les coureurs refusent de prendre le départ. Et donc là, le départ est un peu retardé et puis le problème est vite réglé. Donc, alors je sais pas, c'est pas un problème de corruption, c'est un problème de laxisme à mon avis sur les. Donc le problème éventuellement c'est les fédérations. C'est plus les fédérations. Oui, voilà, tout à fait. Oui, et puis oui, ils pensent que tout peut s'arranger plus tard, mais les coureurs ils ont aussi, c'est aussi leur gagne-pain. Même s'ils sont amateurs officiellement, ils sont quand même payés pour faire ces courses-là et c'est leur maillot national. Donc il y a quand même une importance. Il y a quand même une vraie fierté de porter ce maillot. Donc moi je défendrai toujours les coureurs parce c'est eux qui pédalent, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui font le spectacle, c'est pas la fédération. Alors, effectivement, la fédération leur donne les moyens de le faire, mais à la fin, c'est quand même sur la selle qui font le spectacle. Et puis Yacine, on a tendance à, peut-être maladroitement, à penser qu'il est difficile de faire du vélo dans certains pays en Afrique parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il en est... Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la sécurité sur les courses, en tout cas celles dont on parlait tout à l'heure? Est-ce qu'il y a... faut faire gaffe ou non? Au niveau de la sécurité, je pense que tout est assuré, tout est organisé, tout est mis en œuvre pour que tout se passe très bien. Donc il n'y a jamais eu aucun problème de ce point de vue-là. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais entendu particulièrement. Je pense que c'est beaucoup des on-dit, beaucoup de bruit de couloir, mais généralement tout se passe très très bien, il n'y a jamais aucun problème par rapport à la sécurité. Il y a des pays où tout a l'air de se passer très bien et pourtant il y a eu des soucis, des grèves, voire même des accidents beaucoup plus graves. Donc finalement, une course cycliste, en fait, elle subit ces problèmes-là, peu importe là où elle est. Donc en fait, l'Afrique n'est pas exemple de ce problème-là, mais n'est pas plus exposée que d'autres continents. Ça aussi, c'est encore une idée reçue. Oui, c'est vraiment une idée reçue. Voilà. C'est une idée reçue. Bon tout à fait. Et quand on parlait des dangers, vous, en tant que cycliste, quel est le premier danger, en tant que professionnel, quel est le premier danger que vous voyez? Alors, pas danger forcément, mais le danger pour l'avenir, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'évolution dans telle ou telle, modification de fonctionnement dans telle ou telle chose, on arrive vers quelque chose qui va s'éteindre et qui va pas pouvoir prospérer. C'est quoi, qu'est-ce qui vous gêne ou peut éventuellement vous déranger le plus en tant que professionnel? Peut-être que ce qui me dérange le plus, c'est, comme on a dit, l'aspect des fédérations, peut-être aussi l'aide de l'UCI. Je pense que l'UCI a un vrai chose à faire, un vrai rôle à tenir par rapport à ça. Et peut-être qu'il ne tient pas, à votre avis, pour l'instant? Alors, pas assez ou alors pas comme il le faudrait. Ouais, pas assez ou mal. Voilà. Je pense qu'il y a le rôle qu'il a joué est peut-être un peu différent de celui qu'il tient actuellement. Donc je pense que de ce point de vue-là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'il agit de quelle manière, l'UCI? Son premier rôle, c'est quoi?
Là, je vais mettre les pieds dans le plat, mais l'UCI s'occupe de l'Afrique pour les élections du président de l'UCI, quoi. Parce que il y a des délégués qui votent pour l'élection, donc il faut les caresser dans le sens du poil et leur promettre plein de choses avant les élections. Qu'on ne tiendra pas. Qu'on ne tiendra pas, non, parce que non, bien sûr. Les 3 derniers présidents font un peu comme ça. Hein. Ça depuis, je parle de là depuis 2004, ça fonctionne comme ça. L'Afrique, on aime le cyclisme africain l'année des élections du président du CI, quoi. Tous les 4 ans. Voilà, oui, donc on fait des promesses. Les fédérations ne se sentent pas obligées puisqu'elles sont affiliées à l'UCI. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc, si jamais elles rentrent en conflit avec l'UCI, la course est interdite. Elle ne peut pas avoir lieu. Donc ils n'agissent pas positivement, mais ils peuvent avoir un effet de négatif, quoi. Oui, bien sûr, ou d'abandon, tout simplement, d'abandon. L'UCI peut abandonner, là. Bon, là, il y a la promesse, et j'espère qu'elle sera tenue, la promesse du nouveau président, qui est français, David Lapartien, la promesse d'organiser les premiers championnats du monde sur le continent africain. Il n'y a jamais eu des championnats du monde professionnels, championnats du monde, pas seulement professionnels, mais féminins et amateurs, élites, espoirs, je veux dire. Et la promesse a été faite que les championnats du monde auraient lieu en 2005, en 2015, en 2025, étant autant pour moi, en 2025. Donc c'est le 3e championnat du monde. En 2025, donc soit au Rwanda, soit au Maroc, ou soit en Afrique du Sud. Pour l'instant, c'est le Rwanda qui tient la corde. Mais... Tout à l'heure, vous disiez que les professionnels, ils avaient le maillot national. Est-ce qu'on a aussi cette distinction entre les équipes pro, comme la vôtre notamment, et les équipes nationales? Est-ce qu'il y a des équipes nationales ou est-ce que pour l'instant les cyclistes sont surtout affiliés, les bons cyclistes africains sont surtout affiliés à des équipes professionnelles, à des marques en fait? Oui, c'est-à-dire on parle là des Érythréens et des Sud-Africains, quoi. Les autres, ils courent sous quel... Et puis il y a aussi il y a Reguigui, la Gab en Algérie, Ch'tioui en Tunisie, qui courent pour des équipes des Émirats, donc professionnelles, donc en 3e division professionnelle. Sinon, les autres, ils courent avec le maillot national. Ou dans des équipes amateurs, comme Issaka Cissé, l'Ivoirien, qui court sur la Côte d'Azur. Donc en fait, Yacine, si on court avec l'équipe nationale, c'est qu'on n'est pas encore professionnel. Alors, oui et non, parce que finalement, comme on l'a dit... Ou on n'est pas encore reconnu en tant que... Je pense que c'est au niveau de la reconnaissance. Mais d'un point de vue national, on est quand même reconnu comme coureur, comme athlète de haut niveau. Donc forcément, il y a quand même cette ambivalence qui existe entre le côté professionnel et le côté sport de haut niveau, en fait, je pense. Donc finalement... Oui, mais c'est problématique, parce que ça veut dire que le côté national, surtout pour le cyclisme, on le sait, il passe au second rang, quoi. L'ambition, elle n'est pas de courir pour son pays, donc elle est de courir pour un... Je pense qu'il faut quand même nuancer ce propos parce qu'on le voit comme Tekle-Manot, Kudus, ces grands coureurs de l'Afrique de l'Est quand même gardent un attachement fort à leur pays. Ils participent au championnat du monde avec la sélection nationale et reviennent très, très régulièrement dans leur pays respectifs. Donc finalement, il y a quand même, je pense, un propos à nuancer vis-à-vis de ça. Malgré tout, oui, c'est vrai qu'il y a encore une vraie distinction entre la sélection nationale et l'équipe professionnelle. Et forcément, qu'est-ce qui apporte le plus d'un point de vue différent, c'est l'équipe professionnelle malheureusement. Parce que financièrement, les moyens, oui, on peut comprendre. En termes de logistique, en termes de communication, il y a quand même un vrai plus au niveau des équipes professionnelles. Donc forcément, on est quand même plus attiré par une équipe professionnelle que par les sélections nationales. Malgré tout, il y a quand même cet attachement fort qui existe en Afrique vis-à-vis de la nation, le fait de porter le maillot de l'équipe nationale. Il y a quand même un attachement encore très très fort à ce maillot-là et au drapeau qu'on va avoir sur ce maillot. Là où d'ailleurs en France ou dans d'autres pays européens, là, peut-être moins quoi. Parce qu'en France, par exemple, les professionnels, ils courent qu'une seule fois dans la saison, ils courent avec le maillot national. Ça, donc 2 fois dans le championnat d'Europe, oui, bien sûr. Disons pour courir un maximum de courses en Afrique, il faut courir pour une équipe nationale parce que sinon il n'y a pas de possibilité. À part effectivement en Algérie, mais c'est fini. Il y a eu 2 équipes, il y a Sovac et puis GSP. Toujours Sovac qui existe. Sovac, mais qui était encore en 3e division. Sovac, ils sont toujours. Ouais. Donc ils sont en 3e division professionnelle. Donc il y a encore cette possibilité, ils peuvent être invités sur des courses internationales en Afrique, de par leur classement au classement africain UCI. Ils peuvent être invités d'office sur des courses comme la Tropicale Amissa Bongo, le Tour du Rwanda, des courses de catégorie 1. Ça, c'est leur possibilité. Mais c'est trop aléatoire. Effectivement, pour jouer la sécurité, il vaut mieux être en équipe nationale et pour courir le maximum de courses sur le continent africain. Après, pour venir en Europe, il vaut mieux effectivement courir chez Sovac ou GSP. Et il y a plus de cyclistes que d'équipes professionnelles ? Oui, clairement. La place est très chère. La place coûte cher, oui. Forcément, les sélections sont très très limitées. Ouais. Il y a un vivier très important et dans le même temps, il y a quand même des places qui valent très cher et on paye chèrement sa peau pour rentrer en sélection.
Yacine, d'où maintenant la volonté de certains cyclistes d'aller vers des courses alternatives, enfin différentes que de la course par étapes sur un parcours bien défini, comme ce que vous faites, le Scratch, l'Omnium. Est-ce que ça se développe vraiment? Est-ce que c'est une véritable alternative? Est-ce qu'il y a des vélodromes? Est-ce qu'il y a la capacité et les infrastructures pour pouvoir le faire? Alors les infrastructures, il faut un vélodrome et des vélos de piste. Ça se développe, mais beaucoup plus lentement que le cyclisme sur route. La spécificité, justement, elle tient du fait qu'il faut des vélodromes, il faut les construire. Alors, on a maintenant un qui est au Caire et qui va accueillir le championnat du monde junior en 2020. On a les vélodromes couverts. Vous allez y participer? Alors c'est un junior, donc du coup, moi, je suis maintenant un peu trop âgé pour y participer. J'ai participé à 2 championnats du monde cette année et l'année dernière. Que vous avez gagné d'ailleurs, l'année dernière. Championnat d'Afrique, j'ai gagné. Ah, championnat d'Afrique, pardon. J'ai participé au championnat du monde. Bah, je vous veux champion. Hein, j'aimerais champion du monde, oui. Mais j'ai tout le mal que je vous souhaite. C'est l'objectif. Non, c'est un vrai objectif pour moi d'être champion du monde. Hein. Ouais. Et je pense qu'on en parlera aussi peut-être sur la fin. C'est avoir des vraies ambitions. Vous en parlez en introduction, c'est avoir des ambitions très élevées. Et voilà, c'est pas juste un rêve qu'on a en lointain, c'est vraiment un vrai objectif. Mais pour en revenir aux infrastructures, oui, c'est ça. Il y a des disciplines qui sont en train d'évoluer, mais plus lentement parce qu'il faut aussi une réelle volonté politique et des investissements qui sont très spécifiques aux disciplines en question. Philippe, est-ce que ce regain de nouveauté, c'est un petit peu ce nouveau cyclisme, est-ce que ça a une répercussion sur l'Afrique ou c'est encore trop tôt? Yacine parle de la piste, il y a aussi le VTT qui est très en Afrique de l'Est, qui permet à des coureurs justement de fréquenter les grands événements comme les Jeux Olympiques. Hein. C'est Adrien Niyonchuti, justement le Rwandais, qui a un peu diversifié ses spécialités, qui fait du VTT uniquement, après avoir couru en équipe en World Tour, comme aussi sur route. Donc je pense que oui, c'est aussi l'avenir, parce que j'ai remarqué ça dans les pays de l'Est après la chute de l'URSS. Donc il n'y a plus de structure, rien du tout, tout a été rasé après quand tous ces pays se sont reconstruits. Et certains cyclistes sont passés ont créé des centres des BMX, des écoles de BMX. C'est très facile, en fait, c'est comme un jardin d'enfants. Bien sûr, je schématise, hein. Mais ça permet à des gamins d'être en sécurité, d'avoir la technique, la force, apprendre à dompter le vélo, et après ils passent sur la route. C'est comme ça que les grands cyclistes australiens ont réussi, Cadel Evans, Robbie McEwen, tous ces O'Grady, ils sont tous passés par le BMX avant. Et en Afrique, il y a une petite lueur, un petit avenir là-dessus, c'est que de créer des pistes de BMX, des centres de BMX, pour que les gamins viennent en fait, comme dans les écoles en fait. X-Games quoi? Non, pas quand même. Non, mais ça donne envie à des gamins de se lancer sur la route plus tard, parce que c'est vrai d'appréhender le vélo. C'est-à-dire d'abord faire que un avec le matériel. C'est compliqué, hein. À 15 ans, découvrir le vélo, c'est très compliqué parce que c'est comme un engin particulier. Il y a une technique, lâcher la main, prendre le bidon. C'est compliqué, lâcher le guidon, c'est compliqué. Le BMX, ça permet, et le VTT, ça permet d'avoir une technique particulière. Et ça peut se développer aussi, c'est une piste. Yacine, champion de BMX? Moi, peut-être pas le BMX, parce que c'est très très particulier et très technique. Oui. Mais je pense que c'est aussi une bonne façon de voir les choses. C'est un moyen aussi d'amener les jeunes vers cette discipline-là. Et puis on l'a vu, il y a plein d'exemples aussi, comme on l'a dit, en Australie. En France aussi, Quentin Caléron qui est passé par le BMX, qui aujourd'hui excelle sur la piste. Alors, il y a des coureurs comme ça qui switchent d'une discipline à une autre. Et ça permet justement d'attirer des nouvelles têtes, des jeunes qui n'auraient peut-être pas forcément eu envie au départ de pratiquer ce sport. Mais justement, de diversifier, de proposer une gamme et d'activités autour du vélo plus nombreuses ne pourra que être positive. Pour le développement, on est d'accord. Complètement, bien sûr. Ça débouche après sur effectivement une carrière sur route. Hein, donc ça donne de l'aisance et puis de la confiance en soi. Et à partir du moment, parce que moi je pars toujours de ce principe-là, c'est anormal. J'ai des collègues en Afrique qui me disent souvent, ouais, mais nous on n'a pas les moyens physiques de réussir. Non, c'est faux. C'est pas les moyens techniques de réussir. Il n'y a pas d'infrastructures, justement, les mêmes qu'en Europe. Mais quand il y aura les mêmes infrastructures, le physique, tout le monde a les mêmes capacités physiques. Et la technique, justement, parlons-en, je voulais en parler. Est-ce que la technologie n'est pas en train, surtout pour certains vélos, est pas en train de fausser la donne, où un athlète qui a vraiment l'aptitude, qui a un équipement différent, alors j'imagine qu'en Europe, le problème du vélo est moins important, ou du matériel est moins important qu'il peut être en Afrique. Est-ce que vous avez déjà été confronté, ou il y a une réglementation pour ça, Philippe, Yacine? Est-ce que tout le monde il y a une norme de vélo autorisée, ou selon les courses, si on est semi-pro, semi-amateur, chacun vient avec son vélo, et puis
il y a un avantage ou un désavantage selon le vélo qu'on possède? Déjà, il y a une limite en termes de poids. C'est que tout vélo utilisé en compétition, en tout cas pour la route et pour la piste, doit peser au maximum 6,8 kg. Et au minimum au minimum 6,8 kg, pardon, et au maximum, pas de maximum, mais en tout cas un minimum de 6,8 kg. Mieux, minimum, ouais. Un minimum de 6,8 kg. Donc déjà, quand on arrive avec un vélo qui pèse 1,5 kg, 2 kg de plus, déjà on a un désavantage. Ouais. Aussi en termes de la technologie, le vélo a beaucoup évolué en 10 ans, avec l'apparition des groupes électriques, avec l'apparition des capteurs de puissance, des compteurs GPS, qui ont forcément modifié les techniques d'entraînement. Et si ces éléments-là ne sont pas à disposition des coureurs africains, forcément, ils vont avoir un léger retard en termes d'entraînement et de technique d'entraînement. Donc forcément, c'est un point aussi sur lequel il va falloir travailler, donc apporter ces nouvelles technologies pour les coureurs africains. Et puis, à armes égales, en fait. Un petit oui, peu. Voilà, c'est ça, en fait. C'est vraiment être à armes égales. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de trouver des solutions pour justement amener ces technologies. Voilà, on sait que les coureurs, notamment les champions, je dirais, amènent autour d'eux aussi cet engouement et justement on s'intéresse un peu plus au matériel et il y a un apport de ces technologies-là qui arrivent dans les pays africains, donc il y a quand même des choses à faire. Il y a beaucoup de concertations justement, comme tu dis Yacine, il y a beaucoup de concertations je vois ça de plus en plus sur la Tropicale, avant la Tropicale Amissa Bongo, avant le départ des étapes. Les professionnels discutent beaucoup avec les coureurs africains justement, ils échangent beaucoup sur le matériel, ils discutent. Les coureurs africains sont très demandeurs en fait, ce qui est normal parce que c'est du matériel hyper sophistiqué, mais je remarque que les professionnels sont très attentionnés avec les coureurs africains. Il y a des bienveillants, puis ils ramènent beaucoup de matériel également. Ils ramènent du matériel qu'ils laissent sur place pour 2 ou 3 coureurs. Évidemment, c'est pas pour tout le peloton africain, c'est pour 2 ou 3 coureurs qui peuvent profiter après une roue par-ci. Et vous me disiez tout à l'heure en antenne, vous me disiez que pour pallier à ce problème, il y avait des épreuves qui étaient carrément interdites. Non, pas interdit, c'est que les organisateurs, comme ceux de la Tropicale Amissa Bongo, ils se refusent d'organiser des contre-la-montre. C'est arrivé une fois, il y a 3-4 ans. Parce que là, vraiment, le matériel peut faire la différence. Oui, parce que les coureurs européens peuvent venir avec leur matériel de vélo contre-la-montre, qui est un vélo très spécifique. Et là, ça fait des différences énormes. Donc, en secondes, en minutes? En seconde, enfin là c'est sur 4 km, mais oui, là le temps vraiment c'est 4 km, mais ça fait des différences, une minute facilement, c'est énorme. Donc il y a certaines, ou alors il y a comme autour du Rwanda, ils ont décrété qu'ils organisaient un prologue, donc pareil, très, très court, 2 km, mais avec interdiction aux équipes professionnelles d'amener les vélos spécifiques, les vélos profilés à roue pleine, donc spécifiques de contre-la-montre, pour que tout le monde soit armé à armes égales. Petite parenthèse, le cyclisme féminin en Afrique, ça donne quoi? C'est une discipline qui est en train de monter également. Qui est loin du masculin. Il y a encore du mal à se développer en Afrique. C'est quoi? C'est la tradition, la culture qui fait que c'est compliqué? Je pense qu'il y a un grand aspect culturel. C'est l'Afrique anglo-saxonne qui développe le plus le cyclisme féminin, Afrique du Sud. Éthiopie. C'est encore émergent, quoi. Voilà, c'est émergent. Il y a des courses féminines? Oui, il y en a, oui. Il y en a. La Tropicale féminine, non? Non. En Afrique du Sud. Uniquement en Afrique du Sud, de mémoire comme ça. Peut-être que j'oublie un pays. Oui, parce que l'Afrique du Sud, c'est quand même un cas à part. Voilà, le cyclisme a été. Là, il y a des épreuves féminines très développées. Mais avec des championnes. Il y a Ashley, elle est mariée, elle a son deuxième nom. Elle fait partie des 20 meilleures mondiales. D'accord, bon, pour le moment, on refera une émission, malheureusement, on ne peut pas trop. Alors, on arrive malheureusement au terme de l'émission. Une dernière chose concernant justement ce cyclisme africain. Est-ce que l'ambition majeure, le Graal absolu, c'est de voir une équipe africaine sur le Tour de France, une équipe 100% africaine? Yacine? Je pense que c'est un objectif. Pas le seul. Mais c'est pas le seul. Mais c'est celui qui aura la plus grosse répercussion. Je suis mitigé parce que il y a déjà des coureurs qui ont participé au Tour de France, donc je pense que... Mais vraiment une équipe purement africaine, 100%, qui représente le continent, qui est 100% africaine. Une équipe rwandaise, une équipe... Non, peut-être pas, mais sous un... C'est pas... ça peut être une bonne chose, ça peut être une très bonne chose. Mais une équipe vraiment qui représente l'ensemble du continent africain dans ce cas. Avec les meilleurs Africains et qui tient la dragée haute, Philippe? Oui, mais ça, malheureusement, bien sûr, sans avoir une wildcard, c'est juste une invitation. Oui, mais c'est vrai que c'est le rêve de voir une équipe panafricaine. On avait espéré quand il y avait MTN, qui était un sponsor africain, et il y avait cette équipe donc, qui est maintenant devenue Dimension Data, qui avait une majorité de coureurs africains et qui n'en a plus un seul maintenant. Enfin, pourquoi? Il reste plus. Parce que c'était une vitrine, ils se sont servis pour lancer l'équipe et c'était devenu une vitrine. Ils ont été utilisés donc. Ils ont utilisé. Quand on parlait de Daniel Teclemanotte, il a fait le tour grâce à cette invitation et le Tour de France avait invité cette équipe parce que c'était une équipe africaine. Et 4 ans plus tard, il n'y a plus
jeune Africain à faire le Tour de France dans cette équipe. Et même dans l'équipe, il reste un Érythréen et c'est tout, quoi. Il y a 3 ou 4 Sud-Africains seulement. Si on voulait véritablement, il y a des cyclistes africains qui ont le niveau pour tenir le Tour jusqu'au bout. Oui, et... bien sûr. Donc en fait, c'est une volonté, vraiment une volonté. Bien sûr, quoi. bien sûr. Oui. Donc, après, ça ne va pas dans le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est que toutes les équipes maintenant, même les équipes en France, des équipes très franco-françaises comme le Groupama FDJ, il y a des Suédois, des Italiens. Donc on a perdu, je pense, l'histoire d'avoir une équipe uniquement avec les mêmes coureurs de la même nationalité. Raison de plus pour que ce soit encore plus ou alors plus elle est fort, contre l'histoire, bien sûr, oui. Elle est contre l'histoire. Elle est contre l'histoire, ouais. Alors, on arrive au terme de l'émission, donc la question, Yacine, à quand un champion africain pour gagner le Tour? Je pense que l'horizon 2025 peut être une bonne chose. Je parle pas d'une étape, hein. Non, je parle vraiment du général. Je pense qu'on peut arriver d'ici 2025 à avoir un coureur capable au minimum d'un top 10, voire on a déjà eu le Luis Meintjes, qui est sud-africain, qui avait fait un top 10 sur le Tour de France. Je pense que d'ici 2025, on peut avoir un coureur capable de gagner le Tour de France. Alors, une question encore plus dure pour vous, Philippe. À quand un Français pour... Non, parce que celle-là, c'est impossible. Qui pour gagner le Tour? Les Africains. Les Africains, allez, je mettrai une pièce sur un coureur érythréen. Il n'est pas encore sorti, mais... Moi j'en ai un, peut-être Kudus, ouais, qui est en train de bien progresser. Je pense qu'il est capable. Je pense que dans les 10 ans, effectivement, tu parlais de 2025. Après, les championnats du monde qui vont avoir lieu en Afrique en 2025, ça va être un cap important. Et c'est aussi, je pense que dans les mentalités, ça peut faire beaucoup, ça peut développer dans d'autres pays, pas seulement dans le pays qui organisera les championnats du monde, mais ça va développer, ça va créer un engouement supplémentaire. Et chez les jeunes, parce que là, tout le monde va s'identifier quand même. Ça sera le centre du monde, c'est le seul moment où le cyclisme sera concentré sur un pays en Afrique. C'est aussi fort qu'une équipe africaine au départ du Tour de France. Messieurs, merci beaucoup d'avoir apporté votre expérience, votre expertise pour nous parler du cyclisme en Afrique. Philippe, on peut vous lire régulièrement dans l'équipe. Yacine, on vous suit l'année prochaine pour les JO. Petite médaille quand même. La médaille pour 2024 plutôt. 2024 Allez, une petite pour 2020 et une belle pour 2024. Voilà. Nous, je ne sais pas si on a des médailles. En tout cas, on a une chaîne YouTube avec tous les replays de toutes les émissions. Je vous invite à vous y abonner. Comme ça, vous pouvez revoir et partager allègrement nos programmes. Je vous dis à très vite. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!